Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Depuis plus de 6 décennies, vous avez joué de grands rôles dans la petite famille du spectacle. Une famille tellement formidable que vous en faites plus que jamais partie. Même si aujourd'hui, vous jouez des scènes de ménage, on n'est pas prêt de vous dire du ballet. Bonjour Patrick Préjean. Ça commence bien. Ça commence bien. J'ai raison de vous avoir fait confiance, mon cher ami. Ouais. Alors, c'est le début d'une nouvelle carrière dans scène de ménage. On va en parler tout à l'heure, puisque vous succédez non pas à Marion Gamme, comme non, pas du tout. On va en parler, on va l'expliquer, parce que là aussi, il y a beaucoup de confusion. Oui. Mais on va aussi évoquer votre parcours. C'est le principe des clés d'une vie. Et Dieu sait si vous avez un parcours plein de rebondissements, de succès, de télévision, de radio et de tout tas de choses. Alors, la première date que j'ai trouvée, elle ne vous concerne pas directement, mais quand même familialement, c'est le 2 janvier 1930. C'est la sortie de ce film. Sous les toits de Paris. Sous les toits de Paris, oui. Tu vois ma petite Nini, on peut vivre heureux, bien unis. Là, une chanson interprétée par Albert Préjean, votre père. Chanson d'un des premiers films parlant et chantant. Le premier film parlant et chantant en France. Voilà, exactement. Et la première était au Moulin Rouge, je ne sais pas si vous le savez. Oui. Mistinguett venait de partir, on arrêtait les revues et on mettait des films. C'était aussi le premier film diffusé au Moulin Rouge. Ah oui, ça je le savais moins. Ouais. Alors, c'est vrai que ça a été un événement et c'est vrai que votre père s'est retrouvé dans cette aventure, Albert Préjean, qui est une aventure historique. C'est-à-dire que il avait fait du muet avant. Il avait fait du muet, il avait été camelot, il avait vendu des raccords de pompe sur les boulevards, il a été militaire, il a été dragon dans la cavalerie. Oui. Enfin, il avait déjà fait beaucoup de choses. Et je crois qu'il n'a tourné en tant que réalisateur qu'un seul film qui s'appelle L'aventure de Luna Park. Oui. Il m'a expliqué où était Luna Park, derrière la porte Maillot. Là, c'était une sorte de grand parc d'attractions, comme on en voit beaucoup maintenant, mais en moins évolué. Voilà. C'était à l'emplacement du Palais des Congrès. Oui, c'est ça. Exactement. Oui. Et il y a d'ailleurs un jeune voisin qui, dans les années 1900, vient faire un tour à Luna Park. Il habitait juste à côté. Il est fasciné par ce lieu. Ça lui donne envie de devenir poète. Et c'est Jacques Prévert. Ah, c'est Jacques Prévert. Alors, effectivement, Albert Préjean était très important dans l'histoire. Et il y a une chanson aussi qu'il a interprété, et aujourd'hui les troupes de jeunes, quand ils évoquent la chanson française, ils la reprennent régulièrement, c'est celle-ci. La crise est finie, la crise est finie, nous nageons dans l'âge d'or. La crise est finie. Un refrain qu'on aimerait entendre aujourd'hui et que vous connaissez par cœur. oui, totalement. Il y a ça et puis l'opéra de Katsu aussi. Oui, bien sûr. Mais vous avez été bercé par ces chansons, Patrick. Ah, complètement. Ben, moi, je suis tombé dans la marmite très très tôt, puisque mon papa était donc chanteur et comédien, ma maman également. Après, mon parrain Luc Barnet était chanteur d'opérette. Donc, j'ai nagé dans cette ambiance et c'est parce que on m'a bien appris à nager là-dedans. Et ça, je remercie toute ma famille que peut-être ça a été une corde à mon arc importante. Et que vous êtes toujours là aujourd'hui. Et votre mère, d'ailleurs, c'était Lisiane Ray. Oui. Elle avait débuté à l'ABC dans une revue, la revue déchaînée, et on l'avait surnommée la plus belle rousse de Paris. Exactement, la plus belle rousse de Paris. Vous vous rendez compte? Et elle avait débuté avec Marie Dubas, je ne sais pas si vous le savez. Si, dans cette revue, et Marie Dubas, quand Piaf l'a vue, la môme Piaf l'a vue à l'ABC justement, elle a dit c'est ça que je veux faire, et elle a repris Mon Légionnaire, et Marie Dubas est à l'origine de la carrière de Piaf. Ah oui, très intéressant, je ne le savais pas ça. Alors ce qui fait qu'à la maison, vous voyez toutes les vedettes de l'époque. Ah ben je vois toutes les vedettes de l'époque, et pas des moindres, puisque on a passé des journées avec Maurice Chevalier, on a même reçu un grand champion sportif, Ray Chouillard Robinson. Grand boxeur. Grand boxeur. J'ai vu Marcel, tout petit, j'ai vu Marcel Cerdan, j'ai vu Piaf, et j'ai continué à voir plein de gens comme ça en permanence dans notre maison de Vaucresson. Charles Trenet m'a dit qu'un jour, il nous avait fait sauter sur ses genoux. Oui, exactement. Exactement. Mais pour moi, Charles Trenet, c'est un monument, c'est un des poètes que je préfère, c'est un des grands poètes, avec Léo Ferré, qui est d'une inspiration totalement différente du XXe siècle.
Et il se trouve aussi qu'il y a une femme qui a compté dans vos jeunes années, c'est Martine Carole, Patrick Préjean. Oh ben, j'ai commencé à avoir mes premiers émois, mes premiers émois psychologiques et charnels en regardant Martine Carole. Je la regardais de très près. Elle est souvent venue à la maison avec, je crois qu'elle était mariée avec Christian Jacques à cette époque, et avec qui j'allais tourner après les premières grandes séries françaises. Voilà. Il se trouve que Martine Carole a été révélée au cinéma par Caroline Chéry, adaptation de Cécile Saint-Laurent, Jacques Laurent. Et malheureusement, quand Bardot est arrivé, sa carrière s'est terminée. Oui, oui. Elle n'a pas survécu. Alors, vous êtes né, je crois, à Saint-Maur-des-Fossés. Ah oui, dans un quartier bien connu de Chartres-Renais, puisqu'il habitait à côté de chez nous, à La Varenne-Saint-Hilaire, exactement. Voilà. Et au bord de la Marne, face à l'île d'Amour, célébrée. Mais mon père m'a parlé de tout ça, de l'ambiance qu'il y avait à cette époque, et je dois dire que quand j'entends ça, ça serait presque tentant de faire un retour en arrière pour participer à cet esprit de fête, de légèreté, de divertissement. Et je crois que votre premier spectacle, c'est à 10 ans, Patrick Préjean, en faisant payer vos parents. En faisant payer mes parents, c'est pas trop mon style. Je leur ai fait payer un tas de choses, mais pas forcément. Non, mais c'était un public familial et vous demandiez la petite pièce à l'entrée. Ah oui. Ah bah oui, il fallait. Je construisais des théâtres en planches ou des cirques dans le jardin. J'étais metteur en scène, je jouais. Il y avait des petits copains, je les recevais à l'entrée et je les faisais payer aussi. Et après, ou alors après, selon la formule considérée qu'on appelle le chapeau, être payé au chapeau. Voilà. Alors il se trouve ensuite qu'il y a les études. Alors vous dites de vos études, Patrick Préjean, qu'elles ont été honnêtes. Oui. Elles ont été pas mal honnêtes, plutôt bien honnêtes, mais honnêtes avec un petit H minuscule. Bon, ça n'a pas été très loin. Mais ça n'a pas été très loin, mais mon père a eu une très bonne idée, même si j'ai un peu souffert d'être séparé de mes parents. Il m'a mis dans une pension à Aix-les-Bains, parce qu'il avait rencontré, on était en vacances, il avait rencontré Monsieur Proust, qui était le directeur. Il lui a dit, j'ai des problèmes avec mon fils. Il n'arrête pas de faire le con, de faire des numéros pour tous ses camarades. Il faudrait quand même qu'il apprenne quelque chose à côté de ça. Et j'ai donc été pensionnaire pendant 2 ans à Aix-les-Bains. Et là, j'ai bien travaillé parce que cet homme avait une psychologie des gens extraordinaire. Il a réussi à m'appâter avec le sport. Un peu comme le système anglais. On était en classe le matin et l'après-midi, on faisait du sport. Et moi, ça m'intéressait. Donc, ça me donnait envie de bien travailler le matin pour aller faire du sport l'après-midi. Et d'ailleurs, j'ai été invité au festival d'Aix-les-Bains il n'y a pas longtemps et j'ai appris ça au public médusé que j'étais un peu des leurs parce que j'avais traîné mes fonds de culotte sur les bancs de l'école d'Aix-les-Bains au pied du Mont-Revard il y a assez longtemps. Et le sport, ça a continué au cirque Grus, avec Jean Richard. Car vous avez fait du cirque dès l'âge de 13 ans, Patrick Préjean. Oui. Avant d'entrer sur le carré ou le rectangle magique, j'ai d'abord évolué au milieu de la figure géométrique totale, c'est-à-dire le cercle et la piste. Et comme mon père était monsieur Loyal chez Jean Richard, qui avait un cirque à cette époque, il m'a emmené avec lui et j'ai vécu la vie des gens du cirque, des saltimbanques du cirque. C'était féerique pour moi parce que naturellement, j'aimais déjà énormément beaucoup le cirque. Et effectivement, j'ai appris ce que c'est. Je suis d'abord entré dans le rêve et puis après, en vieillissant un petit peu, j'ai compris aussi que rien ne pouvait être fait sans un énorme travail. Et ça m'a beaucoup servi après pour mes autres aventures. Et il se trouve qu'à l'époque, le cirque Grus, c'était le grand cirque de France, de Radio Luxembourg. Et c'est Louis Merlin, qui était directeur général de Radio Luxembourg, passionné de cirque, qui avait créé ce cirque itinérant, qui a été un événement dans toute la France. Oui. Grand cirque de France, et après cirque Jean Richard, mais il y avait toujours les Grus derrière. Exactement. Alors après, vous avez envie de devenir comédien, et là, votre père vous dit, vas-y.
Oui, il m'a regardé avec beaucoup d'inquiétude. Il m'a dit, t'es vraiment sûr? Et je lui ai dit, oui, papa, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et comme j'arrêtais pas de les bassiner à faire des numéros en permanence dans notre maison pour tout le monde, pour les amis, pour eux, pour les petits copains qui venaient, il a dit, pourquoi pas? Et maintenant, je suis obligé de constater, même sans crier gloire, qu'il a peut-être un peu eu raison. Oui, parce qu'en fait, vous avez fait plusieurs écoles. Il y a eu Jean Périmoni, oui. Il y a eu Henri Roland et le conservatoire. C'est ça, exactement. Exactement. Henri Roland, c'était un acteur spécialisé. Et je crois qu'il a joué dans French Cancan et Folie Bergère au cinéma, et le reste du temps, il a fait des tas de choses. Il a joué dans Cancan, et puis il a surtout été Athos dans les Trois Mousquetaires, oui. Film muet d'Henri Diamant-Berger. Oui. Et ce sont vraiment ces gens-là qui vous ont formé, Patrick Préjean. Oui, qui m'ont formé parce qu'ils m'ont donné, pas parce qu'ils m'ont dit il faut faire comme ça. C'était pas des donneurs de leçons. Je les écoutais avec passion, et la façon dont ils parlaient de leur métier et dont ils donnaient l'impression d'être tellement heureux en parlant, comme mes parents quand ils ont fait ce métier, que je me suis dit, si ça procure tellement de joie et si on peut les partager avec un public, pour moi ça sera le plus beau métier du monde. Et vous êtes sorti du conservatoire avec un prix de comédie moderne, oui. Et un prix de la critique à l'unanimité. À l'unanimité, bravo. Ça, c'est une belle satisfaction. C'est une très belle satisfaction. Je crois que c'est une des grandes joies que j'ai données à mon papa. Et il y en a eu d'autres aussi qui vous ont apporté beaucoup de choses. Et il y a une date importante dans votre carrière, c'est le 13 mai 1963. À tout de suite sur Sud Radio avec Patrick Préjean. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Patrick Préjean. Nous parlerons tout à l'heure de votre arrivée dans Scène de ménage, un événement dans cette série mythique. 13 mai 1963. Alors, ça vous dit peut-être rien, mais il y a une émission de télévision qui s'appelle L'École des vedettes. Ah oui, Aimé Mortimer. Voilà, et c'est la première fois que vous passez à la télévision dans un extrait filmé de Bon appétit monsieur de Gilbert Laporte avec Jean Richard. Exactement. Je me souviens du tract que et j'avais comme partenaire, ou plutôt j'étais aussi son partenaire, Amarande. Exactement. Et vous étiez amoureux de Zozotte. Oui. Et Jean Richard vous filait des claques parce qu'il était pas... Ça, je m'en souviens presque encore plus que de mon texte à cette époque. Il m'a mis une paire de tartes, mais monstrueuses, à me décoller la tête. Ça, c'était pour le plaisir de jouer vraiment la comédie. Oui. Et dans cet extrait, il est le commissaire Ledru, bien avant d'être le commissaire Maigret, et il a manqué d'être assassiné. Comment vous êtes retrouvé dans cette émission, et qu'est-ce que c'est que ce Bon appétit monsieur, qui est une pièce de théâtre au départ? Oui, c'est une pièce de théâtre, c'est une pièce de grand divertissement. Je crois que le rôle que j'avais repris avait été joué par Claude Brasseur. Exactement, oui. Oui, c'est ça. Et c'est une pièce de divertissement avec tout ce qu'il peut y avoir derrière le divertissement, pas n'importe quoi, mais vous donner des précisions sur cette pièce que j'ai un peu oubliée depuis 1963. Mais en même temps, l'École des vedettes, c'est le principe où un chanteur parrainait quelqu'un d'autre. Par exemple, Eddie Constantine dans cette émission parraine Alice Donna qui débute, et au milieu il y a cette séquence qui est rare dans l'émission. Oui, parce que c'est Jean Richard qui me parrainait. Voilà, Jean Richard était mon parrain de théâtre. Alors, il y a eu une première télé d'ailleurs au conservatoire. On voit juste une seconde lorsqu'il y a les prix du conservatoire où François Nochet est récompensé. Et là, on voit une seconde en disant c'est un jeune élève du conservatoire. Il y a une télé aussi de ce genre. Vous savez, oui. François Nochet, je m'en souviens très bien. Mais... vous avez assisté au concours, et à l'entrée, on voit différents jeunes comédiens et on voit Patrick Préjean. Ah oui, certainement. Alors, finalement, à cette époque, vous devenez un comédien touche-à-tout. Patrick Préjean, vous jouez aussi bien Shakespeare que Boris Vian, que Marcel Achard. Mais c'est ce que j'ai toujours souhaité faire. J'ai été un peu cantonné, sans le regretter, dans les grandes dadais, les grandes nunuches, marrants, un peu cucu, un peu concon, ce qui était loin d'être infamant, parce que non seulement c'est très difficile à jouer, mais c'est très payant, mais il fallait... Pour en sortir, pas en sortir, mais pour faire autre chose, c'est beaucoup plus ardu. Et vous y êtes arrivé, ça n'a pas été simple.
Non, ça n'a pas été simple, mais Edmond Rostand m'a bien rendu service quand il m'a affublé de son faux nez de Cyrano. Et là, il y a eu des gens qui ont été, malgré eux, ou convaincus que je pouvais quand même jouer beaucoup d'autres choses. Et d'ailleurs, vous avez eu une nomination au Molière avec ce rôle. Oui. Non, mais en même temps... C'est bête, excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai eu une nomination au Molière. Il y a un tas de gens qui m'ont dit « on a voté pour toi ». D'ailleurs, je l'ai joué 300 fois après. Mais malheureusement, c'est à l'année où Michel Bouquet a eu un prix, un prix d'honneur. Et là, qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Chapeau, Monsieur Bouquet, heureux d'avoir été votre Poulidor. Vous en êtes fier. Et aussi, alors, dans tous les rôles que vous avez joués, il y a un classique de la comédie qui est Boing Boing. Ça aussi, ça s'est joué pendant 20 ans, Boing Boing. Totalement, pendant 20 ans. Moi, je crois que je l'ai joué après Jean-Pierre Darras, ou peu de temps après Jean-Pierre Darras. Oui. Il y a un tas de comédiens, de bons comédiens et de gens qui ont fait des carrières, qui ont joué un des deux hommes de Boing Boing. Mais c'est pas pour ça que j'ai épousé une hôtesse de l'air. Non. Loin de là. Quoique. Et d'ailleurs, la France entière venait voir Boing Boing. Et comme tout le monde ne savait pas que le Boeing, c'était un avion qui vient de naître, il y a des gens qui venaient en disant, on vient voir Boing Boing. C'est assez étonnant. C'est super, ça. Comment on fait, Patrick Préjean, encore une fois, dans ce monde très fermé où on est spécialisé, pour passer de Shakespeare à Boing Boing et d'être accepté dans ces rôles? On essaie de prouver que on peut faire autre chose. On travaille énormément, on entretient son mental, on se bat pour ça. On n'écoute pas trop les choses mauvaises que vous disent les autres, en disant tu pourras faire que ça dans toute ta vie. Et on se bagarre. Et comme je suis un bagarreur, j'ai entrouvert la porte. Puis un jour, je l'ai ouvert en grand, comme je vous dis, par l'intermédiaire d'Edmond Rostand. Et puis vous avez joué aussi, on l'a un peu oublié, Patrick Préjean, dans une pièce d'un débutant. Sa pièce s'appelait L'Enlèvement de Francis Weber. Ah oui. Et c'était L'Enlèvement de Madame Dassault. Et cette pièce n'a pas eu de succès jusqu'au jour où Jean-Jacques Gaultier a fait une critique dithyrambique dans le Figaro. C'est Jean-Jacques Gaultier à cette époque faisait la pluie et le beau temps. C'était à la fois formidable quand c'était bien, mais c'était effrayant quand c'était mauvais. Et il y avait toute une grande catégorie, une grande clientèle théâtrale qui venait au théâtre, qui était majoritaire, et qui venait si Gaultier avait dit oui, s'il avait dit non, ils restaient chez eux. Et vous débutez avec Francis Weber, parce que Francis Weber, peu de gens le connaissaient à l'époque. Oui, très peu de gens, très peu de gens. Et j'étais très bien entouré, ou plutôt c'est moi qui entourais Pierre Mondy, Jacques Fabry, Pierre Vernier, que j'ai retrouvé après au théâtre. Qui a été fantastique dans Rocambole avec Jean Tapard à la télévision. Exactement. Et alors, Francis Weber, vous pensiez qu'il aurait eu une carrière ensuite? Il écrivait tellement bien, il avait tellement le sens des situations et du dialogue que j'étais plutôt optimiste pour lui, oui. Et en plus, c'était une pièce très difficile, le début. Quand une pièce ne marche pas au début et qu'une bonne critique arrive, ça remonte le moral. Parce que ça remonte le moral. Il y a des histoires très difficiles. Mais oui, bien sûr. Mais peut-être aussi que le producteur, qui était Jean-Jacques Vital, avait eu le courage de faire tenir la pièce parce qu'il y croyait. Alors que souvent, une pièce est tellement difficile à monter, ça coûte tellement cher, que si ça marche pas très vite, les producteurs retirent la pièce et on passe à autre chose. Et c'est un peu dommage. Ouais. Et là, ça a été un vrai succès. Et L'Enlèvement de Marcel Dassault a inspiré indirectement Le Jouet, le premier film de Francis Weber. Oui, exactement. Et puis vous avez montré vos talents de chanteur dans cette comédie musicale qui a été un immense succès au Châtelet. La vie est un carnaval et le monde est un immense bal. Car vous avez joué au Châtelet, Monsieur Carnaval aussi. Comment c'est né ça? Parce qu'on sait que Georges Guettari l'a joué, mais Patrick Préjean, c'était... parce que je débutais complètement. Et il y avait Jean Richard aussi. Oui, bien sûr. Donc, votre parrain. J'ai dû être pistonné. Il avait fait la polka des Lampions d'ailleurs avec Georges Guettari. Avec Georges Guettari. Mais se retrouver au Châtelet, je crois que ça a duré 3 ans. Oui, ça a duré 3 ans. Je suis pareil. Pour vous montrer à quel point ma carrière est éclectique et combien il y a certains metteurs en scène qui peuvent vraiment avoir de l'imagination, j'ai tourné Un homme de trop de Costa Gavras parce qu'il était venu me voir au Châtelet.
C'est pas mal pour un metteur en scène, hein. C'est quelqu'un de libre qui ose et qui ne reste pas dans des encoches un peu ridicules. Mais la nouvelle génération ne sait pas ce que représentait à l'époque une opérette au Châtelet. Il y avait beaucoup de monde sur scène. Oh, c'est fou. C'était fascinant, les opérettes au Châtelet. Moi, on m'a emmené quand j'étais petit. D'abord, j'allais voir Luc Barnet, qui jouait l'auberge du Cheval Blanc, le deuxième mari de ma maman, qui en plus était mon parrain. Vous voyez, c'est presque déjà une comédie, ça. Et puis, j'ai vu Annie du Far West, il y avait des éléphants qui venaient en scène, il y avait une cage avec des lions, il y avait des chevaux, c'était la magie totale. On ne peut plus imaginer ça aujourd'hui. Et Monsieur Carnaval, pendant la répétition, il y a Charles Aznavour qui est sur scène, je ne sais pas si vous le savez, puis il s'amuse à trouver une mélodie, et le metteur en scène, qui est le directeur du Châtelet, lui dit: c'est pas mal cette mélodie, tu devrais la mettre dans le spectacle. La bohème. Et c'est comme ça. Oui, exactement. C'est comme ça qu'est née la bohème, qui est née par Georges Guettari. Georges Guettari. Alors, vous avez fait aussi, vous avez fait partie des pionniers de Robert Hossein, en jouant une pièce de Frédéric Dard qui s'appelait Pas d'orchidée pour Miss Blondiche. Alors, ça a été créé à Reims, à l'école de Reims. Ça a été créé à Reims, et après on l'a repris au théâtre de la Porte Saint-Martin. Ah. Et ça aussi, Robert Hossein, c'était encore les débuts de Robert Hossein. Ouais, il était déjà très connu, mais enfin, c'était son avancée avec ce système d'école, de comédiens qu'on prend dans ses cours. Non, il était très novateur à l'époque, et c'était encore quelqu'un à côté de qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler, qui m'a appris. Il y a plein de gens qui m'ont appris des choses différentes. Après, je les ai mis dans un shaker et j'ai essayé de faire le bon cocktail, mais enfin, c'est ça. Et il y avait Frédéric Dard qui avait adapté la pièce. En fait, oui. Frédéric Dard et Robert Hossein étaient inséparables, parce que quand Frédéric Dard a fait jouer une adaptation de La Neige était sale de Simenon, Robert Hossein crevait de faim, et il l'a fait engager dans cette pièce, et ça a créé une amitié à vie. Ah oui, ça je savais pas ça. Eh ben, il y a d'autres choses que j'ai apprises sur vous qui sont très intéressantes aussi. J'ai de plus en plus peur. Non, c'est très... On va parler d'une date aussi qui est importante, le 1er mars 1981. À tout de suite sur Sud Radio avec Patrick Préjean. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Patrick Préjean. Scène de ménage, on en parle tout à l'heure. Mais là, je reviens au 1er mars 1981. C'est la sortie d'un album de bande dessinée dans lequel vous êtes double 6, l'adjoint de Big Boss. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le bandit manchot de Lucky Luke? Ah, mais oui, bien sûr. Vous êtes caricaturé dans un Lucky Luke. Dans un Lucky Luke, il y a De Funès aussi. De Funès qui est justement qui est le patron, qui est un escroc. Oui, le bandit. Putain, le bandit manchot, c'est vrai. Et c'est pas Laurent Gérard. Non, c'était pas Laurent. Non, c'était Bob de Groot, qui était un scénariste belge, dessinateur, qui a écrit l'histoire et qui vous adorait, et qui adorait De Funès, et qui vous a caricaturé dans cet album. C'est ça. Ah oui. Quand j'ai vu ça, j'ai été sidéré. J'ai été sur les fesses, tellement je m'attendais peu à chausser à chausser les bottes de cow-boy dans une bande dessinée de Lucky Luke. Voilà. Ouais. C'est une forme de consécration. Ah, c'est un bel hommage, magnifique. Et si Bob de Groot vous a choisi, c'est parce que ce film que vous connaissez est pour lui un film culte. Le gendarme et les gendarmettes. Ah oui, bien sûr. Curieusement, c'est le seul gendarme dans lequel vous avez tourné, et on a l'impression que vous avez tourné dans tous les gendarmes. Ben oui, je le fais croire. Et oui, c'est ça l'astuce. Parce qu'après, on mélange un peu. On me dit, qu'est-ce que c'est? Ben, je vais faire les gendarmes. Ouais. Voilà. Mais comment c'est né? Comment c'est arrivé? C'est De Funès De Funès m'aimait beaucoup. Enfin, j'avais l'honneur de plaire à Louis de Funès. Il m'avait vu dans un de mes premiers films où j'avais un rôle assez conséquent, qui était un film de Bernard Borderie avec Michel Creton, qui s'appelait je ne sais plus. Et un jour, dans un cocktail, dans un restaurant que tenait Michel Maudot, oui, qui était un des gendarmes, De Funès était là. Il m'a fait: oh, venez voir, venez voir. Vous savez, vous êtes très bien. Vous êtes le fils d'Albert Préjean. Très bien, vous allez faire une belle carrière. J'ai beaucoup aimé. Alors là, je fais du 43 normalement. J'ai dû faire du 48 de seul coup.
Et il a tenu sa promesse. Et j'ai d'abord tourné Le Tatoué. Oui. Avec lui, et puis ensuite il voulait des gens qu'il aimait bien, donc il a demandé à Giraud, le metteur en scène, de me convoquer et de voir si ça lui convenait. Et je me suis retrouvé à Saint-Tropez, encore les yeux grands écarquillés. C'est vrai que ma carrière a un côté, je vais d'étonnement en étonnement et de choses magiques en choses magiques. Ça vous stimule un bonhomme quand même. Exactement. Il se trouve d'ailleurs, quand on regarde Le Gendarme et le Gendarmette, il y a un petit détail qui saute aux yeux. Gerbert énonce la fiche de Cruchot. Il dit qu'il est né le 31 juillet à Courbevoie. Or, Louis de Funès est né le 31 juillet à Courbevoie. Ah. Et c'est dans le film, en sorte. Ah, c'est dans le film. Oui. Ah non, ça j'ai pas relevé. C'est-à-dire que le tournage était tellement beau, puis c'était du rêve à Saint-Tropez. Ah oui, c'était du rêve, c'était du cinéma comme on en faisait à une certaine époque. En plus, c'était extraordinaire parce que quand on a été engagé, le producteur, M. Bétou, était content, comme tout. Le film était pratiquement vendu de l'Europe entière avant même le premier jour de tournage. Donc, il se posait pas trop de problèmes. Il ne souhaitait qu'une chose, comme ça n'était pas un mauvais monsieur, c'était que les acteurs et les actrices soient heureux. Et effectivement, il est arrivé à ses fins. Voilà. Et il se trouve que De Funès a été un gendarme célèbre, mais il y a eu un premier gendarme au cinéma dans un film Le Roi Pandore avec cette chanson. Ah, Bourvil. Ah oui. C'est de bien observer sans se faire remarquer. Et c'est vrai que Bourvil a été le premier gendarme du cinéma avant de tourner avec De Funès, Le Cornu à Grande Vadrouille. Et puis, je crois que vous avez tourné avec De Funès dans 2 films, notamment, je crois qu'il y a eu Les Cracks et Le Cerveau. Est-ce que je peux me permettre une petite anecdote à propos de Bourvil? Bien sûr. Parce que Bourvil a beaucoup compté dans ma vie. Je crois que c'est un des acteurs que j'ai le plus admiré. Et Bourvil jouait avec ma maman, encore une opérette à Bruxelles, je devais avoir 4-5 ans, et le Maharaja. Et ma maman m'avait emmené avec elle, c'était les fêtes de Noël, et j'étais avec ma grand-mère. En matinée, elle m'emmène voir maman, et je vois Bourvil, tout ça. Et puis à l'entracte, on va dire bonjour à maman, on va la féliciter. Et puis après, on me raconte, je me souviens plus bien, mes parents me cherchent partout. J'étais plus dans la loge. Moi, je me souviens, j'étais dans un univers un peu sombre où il y avait des maisons en carton et tout. Je m'étais débiné sur le plateau. Personne me trouvait. Ils cherchaient partout. Mais la musique a commencé. Un grand rideau s'est levé, il y avait un rideau, j'ai été inondé de lumière, c'est fou, j'avais 35 ans, je m'en souviens, et je me suis retrouvé tout seul sur le plateau, et là, il y a Bourvil, on m'a dit après, qui est arrivé en scène et qui a fait « Excusez-le, c'est le fils de ma partenaire !» Et tous les gens ont applaudi. C'est la première fois que je suis apparu en scène. Ça valait peut-être le coup que je vous la raconte. Et, c'est magnifique. Et alors, je crois que vous avez tourné avec lui dans Les Cracks. Oui, très bon souvenir aussi. Qu'est-ce qu'on s'est amusé dans Les Cracks. Ça a été formidable. On était sans arrêt sur nos vélos avec je faisais un peu couple, je faisais les coureurs de la Gauloise. C'était Paris-San Remo contre les coureurs italiens. Et je faisais équipe avec Gilles Dreux, le chanteur, Alouette, qui était un type formidable. Qui est toujours un type formidable. Oui, qui est toujours un type formidable. Et on a ri tous les deux. Et il y avait Monique Tarbès, Robert Hirsch. Bon. Et là encore, j'ai pas arrêté d'apprendre mon métier parce que j'apprends beaucoup plus en regardant, en écoutant que lorsque l'on me dit il faut faire ceci, il faut faire cela d'une façon un peu doctrinale, vous voyez. Alors, il faut savoir que Bourvil a fait une chute dans Les Cracks. J'y étais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Une chute avec un triporteur? Tout bêtement. La scène où il était en triporteur, il est tombé, et puis le triporteur lui est passé dessus. C'est tout. Il a eu mal, beaucoup. Il s'est arrêté. Je crois même qu'ils ont
recommencé après la scène, ça s'est très bien passé. Et puis, on a découvert plus tard que le choc avait causé les premières causes du cancer. Voilà, et qui était une maladie très rare. Il avait un kyste à l'oreille dont il s'est fait opérer, et il a gardé le secret jusqu'au bout. Oui, et moi je l'ai retrouvé dans le film de Marcel Camus, Le mur de l'Atlantique. Le mur de l'Atlantique, et j'ai vu à quel point il souffrait. Et effectivement, quand on disait moteur, il sortait de sa loge, il allait souffrir dans sa loge, et on sortait, hop, il était là, allez, on y va, moteur, hop, il avait du génie comme d'habitude, et après, il allait ressouffrir tout seul dans sa loge. Alors, vos débuts au cinéma, Patrick Préjean, c'est un tout petit rôle, un ouvrier, je crois, dans un film de Maurice Cloche qui s'appelait Requiem pour un caïd. Mais vous faites équipe avec Sherlock Holmes, exactement. Requiem pour un caïd avec Pierre Mondy et avec un comédien qui débutait aussi jeune premier qui s'appelait Jean-Pierre Bernard, l'ex-mari ne perdons pas trop de temps à chercher, bref, d'une actrice très sexy et très connue, et avec qui j'ai joué au football dans l'équipe de l'Union des artistes pendant 40 ans. Et il y avait aussi Janine Villa qui sortait de Yannick Aimé. Ah oui. Et qui a fait son seul film au cinéma, après elle est devenue antiquaire au village suisse. Ah oui. Et puis il y a un film avec une musique mythique dans lequel vous avez aussi tourné. Préparez votre pâte dans une jatte. La recette du cake d'amour oui. au Dan. C'est un de mes grands donneurs de bonheur qui a écrit cette musique, car je considère tous ces gens-là, Bourvil, Michel Legrand, Fred Astaire, Jane Kelly, sont des passeurs de bonheur extraordinaires. Et là, j'ai encore passé un grand moment. Et la recette du cake d'amour, ça vous a servi parce que finalement, vous êtes aussi une exception, car depuis plusieurs décennies, vous vivez avec la même femme, et je crois que c'est une vraie histoire d'amour, ce qui est rare dans le monde du spectacle. Oui, c'est rare dans le monde du spectacle. Oh, dans beaucoup d'univers aussi, mais on en parle moins. Non, j'ai beaucoup de chance. Oui, et là, nous, on a beaucoup de chance aussi parce que la nouvelle génération vous découvre, car vous avez été aussi une voix de dessin animé. Oui. On ne les compte plus. Dès qu'on met aujourd'hui une chaîne comme Netflix ou YouTube, c'est Patrick Préjean. Voilà. Tigrou, c'est la base, quoi. Ah, Tigrou, c'est la base. C'est des belles rayures. Et ça, c'est quelque chose de très important pour vous, le dessin animé. Oui, parce que c'est un défouloir de rêve, parce qu'on n'est pas obligé techniquement d'être au millième de précision sur les lèvres d'un acteur humain. Ça fait pop, ça bouge comme ça. Donc, si d'un seul coup on a une petite inspiration, et s'il y a une équipe qui a à peu près le même état d'esprit autour de vous, bon, on peut partir un petit peu dans un petit délire sympa. Et vous êtes arrivé comment dans l'univers du dessin animé à faire autant de voix comme ça ? Tout classiquement, c'est un producteur de doublage qui s'appelait Monsieur Cholot, qui est venu me voir au théâtre. Tiens, je crois que ça devait être à l'époque de l'enlèvement de Francis Weber, et qui m'a dit: ah, monsieur Préjean, vous avez une voix comme ça vous intéresserait de faire un peu de doublage? Alors j'ai été faire des essais et ça a marché. Et après j'en ai fait beaucoup d'autres. Et je continue. Oui, parce que toutes les générations des grands-parents aux enfants vous reconnaissent à la voix, ils vous en parlent en plus. Ils m'en parlent. C'est une de mes dernières et grandes émotions. Actuellement, il y a un truc qui est très à la mode. Il y a des grandes conventions des voix de doublage et des grands festivals de films de dessins animés. Et là, j'y vais, je suis invité de temps en temps, et je vois des gens qui viennent me voir de tous les âges et qui me disent des choses, mais vous pouvez pas savoir, mais c'est totalement bouleversant. Et là, d'un seul coup, je me dis, mais j'ai peut-être été pour tous ces gens-là, moi aussi, un passeur de bonheur, qui viennent de me dire que grâce à moi, ils ont vécu des rêves dans leurs enfances, merci, viennent me remercier, comme si j'avais fait quelque chose d'extraordinaire. C'est bouleversant. Et il y a aussi la Panthère Rose avec l'inspecteur Clouseau. Ça, on sait moins, mais c'est vous aussi. On le sait moins, mais il faut pas toujours qu'on sache que c'est moi. Sans quoi, après, ça lassera les gens. Donc, ça m'amuse de changer de tonalité de temps en temps. Mais Tigrou, ça reste quand même la référence. C'est venu comment, Tigrou ? Tigrou, c'est venu...
Parce que il y a dans les séries de Porcinet, de Willy l'ourson, Oui. vous êtes toujours là avec Tigrou. Oui, avec Tigrou, et Roger Carrel, Oui. qui a été mon grand ami, qui fait Porcinet et Coco Lapin. Et c'est venu il y a longtemps. Et c'est resté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore c'est mythique. Pour quelle raison est-ce qu'on le sent C'est mythique et on l'entend encore. Il y a encore des films au cinéma. Oui. Des grands films qui sont très bien faits d'ailleurs. Ça et Gros Minet. Oui, Gros Minet avec Titi. Mais on les voit aussi sur les chaînes du YouTube ou sur les chaînes Netflix. Oui. On les voit partout. D'ailleurs, je me régale. Je fais ça à ma petite fille qui a 4 ans, Lola, et elle me fait Papic, elle m'appelle Papic, contraction de Papy et Patrick, c'est pas mal déjà. Elle s'est bien débrouillée. Elle me fait Papic, c'est prêté de saucisse. Alors j'ai fait, fais-moi le tigre. Elle n'a pas encore réalisé que c'est moi qui étais à la voix, mais pour elle, j'imite les personnages et ça doit correspondre à ce qu'elle attend. Voilà. Et il y a un autre personnage dans lequel vous entrez maintenant. On en parle avec la date du 4 septembre 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Patrick Préjean. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Patrick Préjean. Alors, votre parcours est exceptionnel. Quand on voit votre filmographie sur Internet, ce sont des pages et des pages. Et il faut ajouter une ligne supplémentaire qui va débuter aux alentours du 4 septembre 2023. C'est votre arrivée dans cette série. Le générique de scène de ménage. C'est vrai que c'est quelque chose d'important pour vous. C'est quelque chose de totalement nouveau aussi, que j'ai commencé au mois de janvier. Très discrètement. Très discrètement, avec un nouveau personnage dans la série qui est un copain de Raymond, alias Gérard Hernandez. Et puis, on me donne des choses de plus en plus drôles à faire et c'est très agréable de partager l'image avec ce personnage-là et avec d'autres qui sont aussi d'autres copains du personnage. Je m'appelle Jackie. Voilà. Alors, comment c'est arrivé? On vous a appelé? Comment on vous l'a proposé? Oui. Je pense que ça doit être une idée de Gérard. Il ose pas me le dire souvent, mais je pense que ça doit être une idée de lui et qui, à un moment, on a dû lui dire, il faudrait qu'on trouve des copains aussi. Et il dit, tiens, peut-être. Et c'est le premier qui m'avait appelé pour me dire, est-ce que ça t'intéresserait si on faisait des choses comme ça? Et j'ai plongé parce que c'est encore une nouvelle expérience. C'est des tournages incroyables que je connaissais pas. Il y a 2-3 plateaux en même temps. Il y a 5-6 équipes techniques. Il y a 5 metteurs en scène qui font ça. On se croirait à Hollywood sur Saint-Denis. Alors, c'est une mécanique, en plus, que je crois qu'on vous donne des textes. Les textes sont choisis. Pour les apprendre très très vite. Oui, alors là, on a intérêt à avoir une bonne mémoire et une bonne technique. Oui, ça, c'est continu. Chaque semaine, je rapprends de nouveaux textes et je tourne 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, ça dépend. Et les répétitions sont très courtes, beaucoup plus courtes. Très courtes. Là, on a intérêt, comme on dit dans le jargon du métier, à connaître son texte au rasoir, ne serait-ce que pour pouvoir l'oublier et puis pouvoir changer un mot par un autre si ça nous plaît pas. Si le metteur en scène dit « Oh non, la chute est pas trop bonne, on va chercher un autre truc, les amis. » Et là, tout le monde, ça usine dans la tête et on cherche comme en répétition théâtrale. Voilà. Et en plus, ça se tourne avec une seule caméra, donc si on rate le coup, c'est pour commencer. Oui, exactement. Mais bon, ça me gêne pas trop. Étant habitué des scènes de théâtre, un seul angle, c'est pas trop grave. Voilà. Mais en même temps, c'est une mécanique très différente et il faut s'y habituer très vite. Oui. Mais de toute façon, nous vivons une époque où si vous ne vous habituez pas très vite aux choses, vous disparaissez encore plus vite. Exactement. Alors, vous connaissiez la série avant de l'intégrer? Oui, bien sûr. Oui. Je serais pas rentré là-dedans les yeux fermés. Non. Bien sûr, je trouve que c'est une très bonne idée. Ça concerne en plus tout le monde est concerné, du plus grand au plus petit et toutes les couches de la société. Donc c'est pour ça que ça marche si bien aussi d'ailleurs. Voilà. Alors, ce sont des dialogues entre vous et Gérard Hernandez. Oui. C'est-à-dire que c'est votre vie quotidienne, c'est la vie de 2 copains. C'est la vie de 2 copains. Et je suis venu m'installer
au-dessus de chez eux. Voilà. Et donc, ce sont toutes des scènes de copains que tous les Français pourront reconnaître. Exactement. C'est le quotidien des copains. Oui, c'est le quotidien des copains, avec toutes les choses trappes, toutes les vacheries amicales qu'on peut se faire, qu'on peut s'envoyer dans les dents, tout en s'aimant toujours beaucoup. Et Gérard Hernandez est un vieux copain dans votre histoire. Ah oui, c'est un type formidable qui a une imagination, une invention extraordinaire. C'est un remarquable comédien qui a une santé de fer. Il est plus âgé que moi, Gérard. Il est formidable. Vous l'avez connu aussi dans le monde du doublage. Oui, je pense que Gérard, je le connais depuis très 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 longtemps. Je sais plus où je l'ai connu. Peut-être que c'est dans le monde du doublage, avec tous ces grands bons hommes qui étaient Francis Lax, Roger Carrel. Je pense que j'ai dû le connaître en doublage, mais vous savez, je ne me souviens plus de tout exactement. Mon petit Jacques Pestis. Allez, on continue. En fait, Gérard Hernandez et Roger Carrel étaient très copains, et Gérard Hernandez faisait partie des victimes des blagues de Roger Carrel. Et un jour, Roger Carrel glisse dans la voiture de Gérard, dans la boîte à gants, un soutien-gorge assez affriolant, et ne dit rien. Et un jour, en faisant le ménage de la voiture, Madame Hernandez tombe sur le soutien-gorge, bondit sur Gérard Hernandez. Qu'est-ce que c'est que ça? Et le cri du cœur, c'est Carrel. Ah oui, mais vous savez, c'était une époque où on faisait des choses incroyables, où on avait le temps aussi de faire des choses incroyables, où on osait. Moi, oui, j'en ai connu j'ai bien connu les blagues d'Hernandez, et j'ai connu aussi. Il y en avait un qui faisait des blagues extraordinaires. Ça reviendra en fin d'émission. Je sais qu'un jour, Gérard Hernandez et Roger Carrel sont allés à un enterrement de Jean-Martin Delisle, le comédien. Arrivent un peu en retard, s'installent au fond de la salle. Puis au bout d'un quart d'heure, ils entendent le prêtre dire « Ce pauvre Roger ». En fait, il s'était trompé d'enterrement. C'était la veille. C'est extraordinaire. Oh, c'est extraordinaire, ça. Alors, scène de ménage, ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que c'est des jours et des jours où vous êtes totalement bloqué. Oui, quand on est bloqué par des choses comme ça dans notre métier, on est content. Oui. Et puis ça vous donne une nouvelle popularité parce qu'une nouvelle génération va vous découvrir. Exactement. Oui, tout à fait. Parce que, alors, ce qui est important à rappeler aussi, c'est que vous ne remplacez pas Marion Gamme. Ah non, pas du tout. Parce que la rumeur a couru, Marion Gamme nous a quittés. Oui, non, pas du tout. Ça aussi, elle est irremplaçable. Irremplaçable, je la connaissais très bien d'ailleurs, Marion. Et c'était une comédienne remarquable. Et je crois d'ailleurs qu'elle a eu très peur quand elle a fait les premiers épisodes avec Gérard Hernandez. Et pour tenir le choc, ils ont bu un petit coup ensemble pour être en forme pour les premiers tournages. Ça ne m'étonne pas. Et alors, je crois qu'en plus, Marion Gamme, vous avez joué avec elle votre deuxième théâtre ce soir. C'était Demandez Vicky en 75. Et Gilbert Sauvageon. Exactement. Oh oui. Oh. Et c'est la première fois que vous êtes partenaire de Marion Gamme. Oui. Et après on s'est côtoyé aussi en doublage. Et puis j'ai dû faire un autre truc avec elle. Voilà. Et elle était pleine de joie, pleine de folie. Dynamisme extraordinaire, une pêche, et remarquable actrice. Ah oui. Et lorsqu'elle est décédée, vous êtes allé aux obsèques, bien entendu. Oui. Et elle vous a fait un sale coup le jour des obsèques. Elle m'a fait un sale coup, puisque après la cérémonie, j'avais trouvé que on est sorti, le cercueil est sorti, nous aussi. Et puis, j'ai trouvé que l'homélie du prêtre avait été assez extraordinaire. Je pense pas toujours ça dans tous les enterrements où je vais. Et il y avait aucun dogme, rien. Il a simplement parlé des êtres humains, du partage, de l'être, de l'écoute de l'autre. Et ça m'avait tellement plu que je me dis, oh putain, je vais lui dire comment on va féliciter un bon artiste. Je suis remonté par l'escalier. Vous savez, ces petites entrées qu'il y a dans les grandes églises à Saint-Roch, on entre par une petite porte, c'est tout noir. J'y suis allé, bille en tête, et j'avais pas vu qu'il y avait une caisse qui avait dû être posée là par une équipe technique qui était aussi noire que l'obscurité de la petite entrée, et paf! Et je me suis étalé comme un malade, voilà.
Et résultat, vous avez eu des problèmes de genoux pendant des mois. Résultat, arrachement des ligaments postérieurs, fissure osseuse et immobilité forcée pendant de nombreux jours. Et après, pour l'acteur que vous êtes, ça a été un festival de Cannes. Oui, bravo, je ne vous le fais pas dire, sans médaille. Voilà, maintenant c'est terminé, on rassure ceux qui nous écoutent. Mais Alors, je dois dire que l'équipe de scène de ménage, technicien, producteur, tout, a été extraordinaire parce qu'ils m'ont dit bon, c'est pas un problème, Patrick, on va se débrouiller. Comme il y a qu'une caméra, ça, on te cadre au-dessus de la ceinture, tu restes assis sans arrêt et ça durera le temps que ça durera. Il y a une vraie bienveillance chez ces gens-là. On est tous et toutes impatients de vous retrouver dans Scène de ménage, qui n'est pas votre premier feuilleton. Je crois que, alors le premier feuilleton, c'est assez curieux, car vous avez pas remplacé, mais vous avez connu Marion Gamme, qui était une femme de Jacques Martin. Ouais. Et votre premier feuilleton, c'est avec une autre femme de Jacques Martin, Dany Lévenoux, qui s'appelait Quelle famille? Ah oui. Exactement. Je suis abonné des familles. Quelle famille formidable, oui. Et je pense la famille formidable, dont voici le générique, ça aussi c'est un grand souvenir. La mia donna, lagrima blu. Alors là, c'est le René, sympathique et maladroit, pendant des années. Oui, pendant 10 ans. Voilà. Comment c'est venu ça? C'est venu un jour. Je crois que là, j'ai remplacé quelqu'un. Je crois que Pierre Mondy n'avait pas accepté le rôle, ou alors il n'a pas pu le faire, et ils ont pensé à moi. Voilà. Mais c'est fou, peut-être parce que vous avez une palette de rôles totale. Oui, il y a des journalistes qui m'ont appelé l'autre jour le décathlonien du spectacle. C'est pas faux. Voilà. Mais c'est vrai que vous ne pensiez pas que ça durerait 10 ans. Non, pas du tout. Mais il y avait une telle ambiance là-dedans aussi. Je suis presque embêté de vous dire que j'ai été heureux là, à 80% dans tout ce que j'ai fait, parce que c'est vrai, je vois pas de contre-indication dans ce que je suis en train de vous dire. J'ai rencontré beaucoup de gens très bien, j'ai eu du bol, le coq, Annie Dupéret, le metteur en scène et tout ça, et une vraie famille s'était installée en dehors et devant la caméra. À tel point que le premier titre du feuilleton, c'était Les Grandes Décisions. Et comme la famille s'est installée, c'est devenu une famille formidable. Oui. Ah oui, ça je ne le savais pas. Merci monsieur Dictionnaire P6. Quel est le secret de votre jeunesse éternelle, Patrick Préjean? Parce que non seulement vous faites beaucoup de choses, des choses différentes, mais vous gardez une pêche, une joie, et vous êtes plein de projets. Le secret, c'est l'amour de la vie. C'est d'avoir eu des parents qui m'ont montré que la vie pouvait être formidable, sans m'en cacher les défauts et les catastrophes. Et puis, ils m'ont donné une bonne santé aussi, c'est très important. Voilà. Oui, mais en même temps... l'envie d'avoir envie. L'envie, vous avez des projets pour des années et des années. Ça, je me demande encore, ça tient plutôt du miracle. Voilà. Au bout de 63 ans de carrière, je me demande comment le téléphone sonne toujours, et ça, c'est formidable. Et j'ai l'impression qu'il sonne de plus en plus. Écoutez, on va voir si l'avenir... On en reparlera dans 30 ans, mon brave. Ensemble. Vous savez, j'ai fait du théâtre aussi. J'ai eu la chance de jouer avec il y a pas très longtemps, une pièce. Et le monsieur qui avait adapté cette pièce s'appelait Jacques P6. Oui, c'est vrai. Ça s'appelait Le Schmilblick. Exactement. Et là aussi, j'ai passé un très grand moment. Est-ce que Gérard Hernandez n'est pas l'exemple à suivre, justement? Oui, certainement. Certainement, l'exemple à suivre, oui. Avec ma propre personnalité, mais c'est l'exemple à suivre. Scène de ménage, c'est parti pour on ne sait pas combien de temps? Je ne sais pas. Nous non plus, mais on s'en réjouit à l'avance. On vous verra sur M6 dans Scène de ménage pratiquement tous les soirs, je pense. Oui. Et puis, ne changez surtout rien, continuez ainsi, Patrick Préjean. Vous permettez que je vous dise, il y a un film aussi qui va sortir. Oui, allez-y. Qui s'appelle Cocorico, oui, de Julien Hervé, avec Didier Bourdon, Sylvie Testu et Clavier, qui normalement, d'après, si ça correspond à ce que j'ai lu quand j'ai accepté, ça devrait être très, très drôle. Eh ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. On ira voir Cocorico et on regardera Scène de ménage en attendant la suite. Merci. Merci Patrick Préjean. Les clés d'une vie, c'est terminé. Avec plaisir. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.